Guillaume Bourquenot, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous dans notre nouvelle émission FinTech Fair, podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux différents acteurs du secteur financier romand. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui une FinTech à la FinTech Fair. Pour commencer, je vous laisse vous présenter. Oui, alors je m'appelle Guillaume Bourquenot, 29 ans, originaire de Fribourg. J'ai fait mes études à Zurich et après mes études, j'ai direct décidé de me lancer un peu dans l'aventure de la FinTech. Et ça, c'était en 2018. Et maintenant, là, on est à nos bureaux à Lausanne, à Crissier plus précisément. Félicitations d'ailleurs. Merci Très beaucoup. joli bureau. Et voilà, enfin, après, je sais pas si je dois parler un peu de ma personne ou d'où je viens ou qu'est-ce que je fais, mes études. Chacun se présente comme il veut. Ok. Non, alors, je vais dire que quand j'étais jeune, je voulais toujours être un peu dans l'environnement. Après, j'ai décidé de partir un peu plus dans la finance. J'ai remarqué que je pense que si on veut changer vraiment toute cette problématique climatique ou environnementale, je pense que l'allocation des capitaux, c'est extrêmement important. C'est comme ça que je suis parti à Zurich pour étudier la finance. Et là-bas, après, je me suis rendu compte qu'en fait, la finance quantitative, donc vraiment, on va dire plus le côté mathématique des finances, c'était ce qui m'intéressait le plus. Et après, c'est comme ça que j'ai réussi à arriver à avoir l'idée de monter une équipe, des amis des études, et de pouvoir lancer cette FinTech. Génial, du coup ça amène à l'introduction. Donc du coup, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que c'est la finance quantitative ? Ouais, alors c'est assez large comme définition. Ça peut être en gros n'importe quel modèle, on va dire, qui se base sur des chiffres. On va essayer d'éviter d'avoir vraiment des feelings. On va pas dire ok, je sens que cette action a un potentiel. Donc on va vraiment se baser plus sur soit des données historiques ou des données fondamentales, mais il y a vraiment cet aspect d'idée qu'on peut quantifier quelque chose. Donc quand on peut le quantifier, après on peut créer un modèle qui va essayer de prédire ou d'anticiper certaines évolutions des prix. Donc dans cette idée-là, on fait aussi de la prospection, donc on essaie de prédire un peu le futur. Après ça, c'est une partie de la finance quantitative. Après, il y a tout l'autre aspect qui est plus le pricing. Donc comment une banque met un prix à un dérivé ou à un produit financier. Le juste prix, idéalement. Le juste prix, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Q-World. Donc, c'est ce concept de distribution, en gros, qu'on appelle risk neutral. Et en fait, on doit l'inférer des prix du marché pour en fait savoir ce que le marché attend. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à mettre le bon prix à quelque chose. Après, ça, c'est quelque chose de... Donc ça, on n'essaie pas de prédire dans ce cas-là, dans ce monde du Q-World, on essaie vraiment de mettre le juste prix à quelque chose. Et dans l'autre monde, on essaie plus de prédire. Ça, c'est le monde où nous, on est actifs, entre guillemets. D'accord. Et donc, du coup, vous avez cofondé Alquant. Exactement. Qu'est-ce que Alquant ? Alquant, en fait, c'est une FinTech. Bon, ça n'a pas trop de surprise. Mais en fait, on offre vraiment des solutions d'infrastructure et d'investissement, on va dire de nouvelle génération, aux gestionnaires d'actifs. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un mode, on va dire B2B. Donc nos clients, c'est des clients professionnels. C'est souvent des gestionnaires de fortune, ou alors ça peut être des banques. Ça pourrait être, théoriquement même être des caisses de pension. Jusqu'à présent, c'est pas le cas, mais c'est vraiment tous ces investisseurs, on va dire, institutionnels ou professionnels. Et donc en gros, on a différents modèles. On a un peu un business model hybride, c'est-à-dire qu'on va soit offrir des services, on appelle ça chez nous Quant as a Service. Donc en fait, on va travailler avec la société et l'aider à intégrer des processus quantitatifs ou même aussi juste de l'automatisation au sein de son entreprise afin qu'elle puisse utiliser un peu ces nouvelles technologies ou ces nouvelles méthodes. Après, de l'autre côté, on a les produits financiers que nous-mêmes, on a créés en utilisant justement ces méthodes. Et là, les gens, ils peuvent investir, entre guillemets, pour profiter de notre système sans avoir, eux, besoin de développer ça en interne. Prisma ? Prisma, ça, c'est le service. D'accord. Donc, en fait, là, nous, on va livrer des indicateurs. Donc, on a les algorithmes derrière. Et en fait, les algorithmes, ils vont prédire des niveaux de risque qu'ensuite, les institutions, elles peuvent elles-mêmes utiliser pour prendre leurs décisions. D'accord. Mais là, nous, on ne va pas prendre la décision à leur place. C'est-à-dire que comment elles interprètent le risque,
Par exemple, on peut faire plein de choses. Quand il y a beaucoup de risques sur le marché, on peut soit vendre simplement les actions, on peut s'assurer contre une baisse, on peut acheter des classes d'actifs qui sont, on va dire, plus défensifs, comme de l'or ou des choses comme ça. Ou alors, ça c'est dans le cadre de Prisma, ou alors elle peut juste nous donner en gros l'argent qu'elle gère, et nous on va le gérer pour eux, et nous là on va prendre à leur place les décisions concrètes. Donc elles ont un peu le choix, elles peuvent, en gros c'est soit do it yourself, donc ils achètent les signaux et ils font eux-mêmes à leur sauce comme ils veulent avec nos signaux, ou alors ils peuvent déléguer complètement cet aspect entre guillemets quantitatif et nous on gère les fonds pour eux. D'accord. Okay. Donc si une banque vient et qu'elle prend le full pack, services et produits, comment ça se passerait concrètement pour elle? Ouais, donc en gros quand elle prend le full pack, parce qu'en fait nous on est un asset manager, donc on a vraiment créé entre guillemets toute la chaîne de valeur si on veut bien. Donc si elle veut simplement acheter le full pack, elle peut entre guillemets juste investir dans un de nos produits. Et indirectement elle a accès à toute notre chaîne de valeur si on veut bien. Ou alors, elle peut dire, non, moi j'ai juste envie justement des signaux, ou j'ai juste envie de l'automatisation. Et en fait, après, elle peut faire, entre guillemets, à la carte, son choix de jusqu'où elle veut travailler avec nous. Mais concrètement, ça veut dire que le plus simple, c'est par exemple, c'est comme ça qu'on a aussi d'ailleurs commencé, c'est à livrer nos signaux. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans l'asset management, c'est extrêmement difficile de commencer. Il n'y a personne, d'ailleurs, c'est un gros problème, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule et de l'œuf, c'est de savoir comment on peut commencer dans l'asset management. Parce que si on va et qu'on présente son idée, on dit ouais mais t'as pas de track record, donc track record c'est l'historique, t'as pas d'asset under management, donc pourquoi je te ferais confiance? Et du coup on peut pas commencer sans rien entre guillemets. Donc c'est comme ça que nous on a commencé entre guillemets avec Prisma, on livrait nos indicateurs à des institutions qui pouvaient ensuite les utiliser et ils ont vu ensuite le bénéfice que ça avait. Donc en fait c'est vraiment leur choix après ensuite comment ils utilisent nos signaux. Justement c'était une des questions que j'avais, comment en tant qu'étudiant ou jeune employé vous êtes arrivé à cette idée de FinTech? Comment est-ce qu'on se dit à quel besoin vous avez voulu répondre? Pourquoi avoir choisi de créer Alkant sous cette forme-là et pas une autre? Comment on arrive à ça en fait? En fait, c'est un peu par hasard, je pense. C'est jamais vraiment planifié de A à Z. J'ai eu la chance pendant mes études de participer à un programme. En fait, on peut gérer de l'argent réel d'un investisseur qui est devenu très riche en investissant son argent à lui. Et en fait, lui, maintenant, il est assez vieux. Il veut proposer ou offrir la possibilité à certains étudiants en fait, de gérer de l'argent réel pendant leurs études. Et moi, j'ai été sélectionné avec un des cofondateurs d'Alquant pour participer à ce programme. D'accord. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble et à développer ces algorithmes, ça nous a vraiment plu. Et on s'est dit, ça serait super si on peut créer une boîte là-dedans. Et en fait, l'idée ou qu'est-ce qu'on cherche à offrir ou entre guillemets notre value proposition, c'est vraiment cette fusion entre l'asset management et la tech. Et parce que ça, il n'y a pas actuellement. Tout le monde travaille avec Excel, avec des systèmes un peu dépassés. Donc nous, c'était vraiment l'idée de créer un asset manager qui est à la pointe de la technologie. Et qu'est-ce que ça apporte au client final d'avoir un asset manager qui est à la pointe de la technologie? C'est d'avoir des décisions beaucoup plus rationnelles et on va dire qui se basent sur des données et non pas des sentiments. Et donc le but ultime avec ça, c'est bien sûr d'offrir une meilleure performance. Et nous, dans ce cadre-là, ça c'est encore assez large, offrir une meilleure performance. Ça peut être, on n'a qu'à prendre plus de risques et au long terme, on aura une meilleure performance. Mais dans notre cas, ce qu'on essaie vraiment d'apporter, c'est en gros des airbags dans le portefeuille des gens. Parce que ça, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais ça n'existe pas dans l'asset allocation de quasiment toutes les institutions. C'est comme un peu si on a une équipe de foot sans gardien. Je fais toujours cette métaphore. Et en fait, on a des défenseurs dans l'équipe qui sont, on va dire, plus les obligations. Parce que les obligations, elles ont tendance à être, les obligations d'État, elles ont tendance à être plus défensives ou sûres, et même à monter pendant des périodes de crise, en tout cas ces dernières années. Mais ça reste des joueurs
défensif. Et après, on a les joueurs offensifs qui sont les actions, etc. Mais par contre, il n'y a jamais vraiment de gardien. Et comme on le sait, c'est pas pour rien qu'au foot, il y a tout le monde qui met un gardien dans son équipe. C'est parce qu'il peut être salvateur pendant des périodes critiques. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des investissements ou des signaux qui permettent en fait de sauver le portefeuille pendant des périodes critiques. Ce que j'aimais bien sur le site, sur la première page, il y a la phrase en anglais qui dit prendre des risques en toute sécurité. La liberté de prendre des risques en toute liberté, quelque chose comme ça. Je crois que la liberté de c'est prendre des risques en allow toute sécurité. investors to take risk responsibly. Voilà, Je crois que exactement. c'est ça. Ouais. Et ça, j'aimais bien. Je trouve que ça représentait assez bien le business model, du coup. Exactement. Et la plus-value que vous pouvez ajouter, Voilà. que vous pouvez apporter au marché et puis à vos clients, du coup. Exactement, c'est ça l'idée. J'ai trouvé que ça résumait assez bien. Ouais. Bien trouvé. Merci. Mais la métaphore avec le gardien, ça marche aussi. Aussi, ouais, je pense. Mais sinon, il y a aussi, il y en a aussi une autre avec des pneus. Mais Ah ouais. en Suisse, elle marche moins bien. Ouais. Enfin, avec beaucoup d'asset managers, on va dire, de l'ancienne génération, ils sont quand même assez axés toujours foot et tout. Ouais. Donc ça marche Le bien. foot, ça marche toujours. Ouais. Ah ouais, on dit foot. Ah oui, oui. À Fribourg, on dit foot. Mais... Et du coup, alors, on se dit c'est tellement génial ce que vous avez fait que ça a dû rouler. Enfin, on a du mal à imaginer que vous auriez pu avoir des challenges. Ah non. Est-ce que ça aurait été le cas? Ah non, c'était... Un long chemin. D'ailleurs, c'est toujours pas non plus comme si on roulait sur l'or. Hein. On vous le souhaite très prochainement d'ailleurs. Ouais, j'espère, mais pour l'instant, c'est plutôt... Non, ça reste une start-up, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore des challenges. On en parlera sûrement plus tard, mais aller chercher des nouveaux clients, c'est extrêmement difficile. C'est quoi à premier abord, les freins que vous rencontrez? Je dirais probablement notre jeunesse. Ouais. Notre jeunesse, un peu au début... De l'entreprise, pardon, de vous ou de l'entreprise, ou des deux? Des deux. Des deux. Des deux, premièrement de nous. On nous demande souvent, ouais, mais vous avez travaillé où avant? Et là, on dit, ah ouais, on a eu des expériences pendant nos études, enfin le programme que j'ai mentionné avant. Mais souvent, on cherche quand même une certaine expérience dans le milieu financier. D'ailleurs, c'est souvent aussi même demandé par la régulation. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi, pour obtenir la licence FINMA, normalement, on doit avoir 5 ans d'expérience. Donc, d'avoir travaillé pendant 5 ans dans une institution financière, ce qui n'était pas vraiment le cas pour, en tout cas, les 3 cofondateurs d'Alquant. Donc, on a dû aussi passer des tests pour voir, parce qu'en fait, on a dû dire oui, mais dans la loi, c'est pas écrit qu'il faut au moins 5 ans. Parce qu'en fait, c'était plus une règle un peu implicite. Qu'explicite. Mais donc après, ils ont dit ah ouais, mais il faut quand même qu'on soit sûr que, en gros, vous sachiez ce que vous faites. Et donc après, c'est comme ça qu'on a dû faire des tests. Par la FINMA? Ouais, alors c'était plus des questionnaires pour voir si on comprend. Ce que je trouve sur le principe très bien. Hein. J'ai rien contre la régulation. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose... Il y a tellement de barrières d'entrée. C'est-à-dire, ok, on est jeune, du coup, ceux qui prennent les décisions, en règle générale, ils sont quand même plus âgés. Donc, il y a déjà un peu un différentiel d'âge qui est des fois un peu... qui donne un peu un côté de... Je parle comme si je parlais à potentiellement un étudiant. Donc après, on doit essayer d'arriver à ce niveau où, en gros, on se parle vraiment au même niveau. Et avec le même jargon. Avec le même jargon aussi. Et après, justement, la régulation, ça, c'est un gros problème. Maintenant, depuis qu'on a la FINMA, on est quand même plus vite pris au sérieux. Donc ça, c'est un bon avantage. Et ensuite, après, le track record, comme j'ai mentionné avant, cette histoire de, oui, mais si tu n'as pas de performance passée que tu peux nous montrer, on ne va pas, entre guillemets, te croire. Et j'ai envie de dire, oui, ok, super, mais comment je peux montrer une performance passée si on ne me donne jamais la chance d'avoir de l'argent donc à gérer. Et donc, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Donc, de commencer là-dedans, c'était vraiment un enfer, je dirais. Je ne sais pas si je le referais. C'est vrai. Ouais, non, c'est quand même dur. Et on a eu la chance qu'il y a eu le Covid aussi. C'est vrai? Une chance? Oui. Ah ouais. À quel niveau? Comment ça se fait? Parce que nos indicateurs, ils ont bien fonctionné pendant le Covid.
D'accord. Et c'est à partir de là qu'en fait, il y a eu des gens qui recevaient ces signaux et qui ont dit, OK, ben, dans ce cas-là, ça a l'air de marcher, ça a l'air prometteur. Donc, on va essayer de vous donner une partie de notre capital à gérer. Parce qu'en gros, on a vu le potentiel de ces solutions. Et ça, c'est quelque chose que, je pense, sans le Covid, on n'aurait peut-être pas eu cette chance. Et on était tellement en train de... on trouvait personne, il n'y avait personne qui était prêt, parce que quand nos indicateurs, justement, nous, on est là pour protéger contre ce qu'on appelle des tail events, ou bien des black swans, dans le monde de la finance, donc des périodes de crise extrême. Nous, toute notre stratégie ou toute notre philosophie, c'est de protéger contre ces périodes-là, donc d'être vraiment ce airbag-là. Mais le problème, c'est que si on ne peut jamais prouver que ça aide ou que ça fonctionne dans une période comme ça, c'est très difficile de convaincre. On peut livrer des signaux, mais de vraiment avoir des gens qui soient prêts à investir dans notre solution et nous donner la possibilité même de gérer cet argent, c'est extrêmement difficile. Ouais. Donc vous avez pu donner, grâce aux algorithmes, des signes avant-coureurs, ou c'était dès que ça avait commencé, un peu prédire comment ça allait se terminer? C'était quoi comme genre de signaux? Alors par exemple, les signaux qu'on a détectés, c'est un peu une anomalie après ça devient technique, mais dans la surface de volatilité implicite. Donc après ça c'est peut-être un peu beaucoup trop technique, mais pas grave. mais en gros, nous on analyse tout le prix des options et leur évolution à travers le temps pour faire une sorte de surface de volatilité implicite. Et en fait, on essaie un peu de détecter quand il y a des anomalies. Donc ça veut dire que quand il y a trop de gens qui paniquent, qui veulent se protéger, en fait, ça forme un peu une sorte de distorsion dans cette surface qu'on analyse. Et donc, sur cette base-là, nous, ce qu'on a indiqué, c'est qu'il y avait un fort niveau de risque. Et on ne dit jamais « oulala, ça va tomber ». On dit toujours « il y a un fort niveau de risque », c'est-à-dire que potentiellement, il suffit un peu juste d'une étincelle pour qu'il y ait vraiment cette catastrophe, entre guillemets, qui arrive. Et par exemple, dans le cadre du Covid, je crois que c'était le 28 février, où en fait, là, on est vraiment passé en mode, entre guillemets, full risque. On a envoyé aux gens qui suivaient nos indicateurs, comme quoi on pensait que là, il y avait vraiment un fort niveau de risque. Et donc, ça avait déjà commencé à baisser. D'ailleurs, c'était aussi la première réponse des gens qui suivaient nos indicateurs. Ils nous ont dit oui, mais bon, c'est déjà tombé de 10%. Donc c'est plutôt peut-être une occasion d'acheter maintenant, parce que c'est moins cher qu'avant. Et nous, on leur disait, ah non, on pense que ça va continuer à baisser, ou en tout cas, il y a le potentiel de risque qui est élevé. Et donc, par après, vu qu'on a eu raison, on a pu commencer à vraiment lancer l'asset management à proprement parler. Génial. Et est-ce que vous avez pu avoir le même genre d'expérience avec la guerre d'Ukraine ou pas? C'était pas un le même peu... genre d'impact? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait vraiment une crise, entre guillemets, ou un mouvement de panique, il faut quand même que ce soit une crise plus ou moins globale, comme par exemple le Covid, où ça a vraiment commencé où les marchés financiers ont vraiment commencé à paniquer. C'était dès qu'il y a eu les premiers cas aux États-Unis. Là, ça a vraiment commencé à descendre fort. Mais avant, pas tant que ça. Et là, c'est vrai c'est un peu plus multifactoriel actuellement. C'est l'inflation, c'est l'augmentation des taux, et la guerre en Ukraine, c'est plus quelque chose qui se rajoute à tout ça. Et donc les gens, ils ont plus eu le temps de se préparer. Enfin, le niveau de risque a monté genre progressivement. Et donc ça, nous, on arrive moins bien à détecter, parce que justement dans cette surface qu'on analyse, on va détecter des anomalies. Mais en gros, c'est un peu comme si nous, là, ça, on ne voyait pas, parce qu'en fait, c'est comme si on met une grenouille dans de l'eau froide, puis qu'on met à chauffer gentiment. C'est pas vraiment une anomalie. Enfin, on n'arrive pas à détecter ça comme anomalie. Donc pour nous, c'est vraiment, on va dire, on est là contre des mouvements de panique. Mais par contre, il y a quand même eu quelques mouvements de panique là depuis le début de l'année. Et là, nos indicateurs, Lesquels? Les mouvements de panique. C'était quoi? C'était par exemple juste avant, d'avril à mai, il y a quand même une grosse correction. Mais il n'y a pas eu de raison vraiment spécifique, mais c'est juste les gens qui ont commencé à se positionner de façon plus défensive, donc qui ont vendu par exemple les actions,
Et là, le marché américain a commencé à avoir une accélération vers le bas. Ou bien récemment, c'était par exemple, là, c'était mardi, ça a fait moins 5% parce qu'en fait, l'inflation ne redescend pas aux États-Unis. Et donc, ça, c'est par exemple des mouvements où nous, quelques jours avant, on voit qu'il y a quand même un peu de tension. Du coup, votre business model, il est vraiment beaucoup basé sur les datas. C'est vraiment votre gagne-pain, on va dire. Comment vous faites pour vous procurer les datas? Comment ça se passe? Ouais, alors même ça, c'était compliqué. Ouais. Pour revenir sur la question on pourrait se dire que c'était pas il n'y avait pas beaucoup de freins ou de challenge. Ça, c'était le grand problème au tout début. Parce qu'en fait, il y a des solutions qui existent. C'est Bloomberg, c'est Thomson Reuters. Donc, ça, c'est des data providers, enfin, ceux qui livrent les données. Mais c'est extrêmement cher. Et ça arrive toujours en terminal. C'est-à-dire qu'on achète un écran où on peut voir les graphiques. Mais quand on veut commencer à télécharger les données pour les mettre dans nos algorithmes, pour qu'ils calculent ce qu'il faut faire, et bien là, les problèmes commencent. Parce qu'en fait, Bloomberg ou tous ces data providers, ils ne veulent pas trop qu'on download ces données. En gros, on peut les analyser, les regarder, mais il ne faut pas trop les sortir de ce terminal. Ils ne sont pas trop faits pour votre genre de business model. Exactement. Et même leur souscription, on faisait des tests et ils nous disaient « Ah oui, vous pouvez télécharger quand même pas mal de données. » Mais après une demi-journée, on avait déjà atteint la limite. Du coup, on disait « il nous faut une licence plus haute. » Mais les licences plus hautes, c'est des centaines de milliers de francs par année. Et en tant que start-up, on ne peut pas se procurer ou s'acheter ça. Donc, il faut trouver des alternatives. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a travaillé avec des autres startups, des autres fintech aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Qui, en fait, elles aussi, à la base, elles voulaient lancer une fintech dans l'asset management. Mais elles se sont directement heurtées au problème de ne pas pouvoir accéder aux données. Et en fait, c'est là où ils ont pivoté. Et en fait, ils ont dit, OK, notre nouvelle mission, c'est en fait de juste offrir un accès à ces données de manière plus abordable. Du coup, ça les a obligés à changer leur business model. Ah ouais, ils ont complètement switché. Et vous avez tenu bon? Non, mais eux, c'était déjà auparavant qu'ils avaient fait ça. D'accord. Eux, il y avait longtemps qu'ils voulaient, en gros, devenir asset manager. Mais en fait, ils ont vu que c'était juste pas possible parce qu'il n'y avait pas les données. Et donc, maintenant, c'est devenu un data provider, entre guillemets, moderne, qu'on utilise nous. Donc, du coup, essentiellement, les informations, enfin les datas viennent des États-Unis par les grands acteurs comme par les petites fintech que vous avez mentionnées. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Après, il y a les sources publiques, enfin les données publiques. Ouais. Après, ce qui est important, c'est que ça vienne aussi sous forme, pour nous, d'APIs. Donc, il ne faut pas juste qu'on puisse voir les données. On doit vraiment pouvoir, entre guillemets, les mettre dans nos algorithmes ou que nos algorithmes puissent automatiquement avoir accès à ces données. Et donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est Excel, CSV, etc. Il faut vraiment que les deux machines peuvent directement communiquer entre elles. Et donc, ça, c'est vrai qu'en Europe, il y a un peu moins, mais après, je ne pense pas que c'est forcément vrai parce qu'il y a par exemple FactSet, je crois qu'il y a une société allemande, si je ne me trompe pas, qui offre aussi des données comme ça, mais c'est plus à l'ancienne, donc dans cette mentalité vraiment de terminal. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est plus compliqué pour tout ce qui est algorithmique, etc. Donc, les sources et le format. Exact. Et le prix. Et le prix, surtout. Parce que si c'est juste le format, je pense que c'est pas forcément bien, mais on peut toujours trouver des solutions pour transformer, etc. Donc, pour une fintech, au début, c'est vraiment le prix, je pense, qui est déterminant. À moins qu'elle ait vraiment réussi à lever des fonds. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément un problème en termes de budget. Mais ouais, pour nous, c'était une problématique. Et vous avez vous avez aussi des difficultés à lever des fonds? L'asset management, c'est vraiment pas sexy comme industrie pour un venture capitaliste. Je sais pas forcément pourquoi, parce qu'en vrai, c'est un business qui est quand même assez scalable. Par exemple, chez nous, si on gère 10 millions,
on va dire 10 milliards, ça change pas grand-chose en termes de travail, on va dire. Mais après, c'est vrai que dans l'asset management, c'est toujours quelque chose d'abstrait et qui est quand même très difficile à différencier comparé à une autre solution. Enfin, c'est pas tangible. Le USP, il est difficilement tangible. C'est-à-dire que comment on prouve, nous, que nos modèles sont mieux quand on est tout au départ, quand on n'a pas encore vraiment un track record de 10 ans. Parce qu'on a le track record de 10 ans, on a super bien performé, on n'a plus besoin de financement. Parce qu'en fait, on aura survécu jusqu'à cette période-là, on aura une super outperformance. Donc à ce moment-là, on aura potentiellement plus besoin de financement. Mais donc au début, comment on fait pour prouver que ce qu'on a une valeur ajoutée? Et ça, je pense que comparé aux autres industries, c'est quand même plus difficile. Parce qu'on a un produit, un service ou quelque chose qu'on peut tester soi-même et directement voir le résultat. On peut directement dire « Ah, ça c'est unique ». Par exemple, maintenant, notre solution, nos signaux ou nos solutions d'investissement, est-ce que c'est vraiment très différent d'un autre fonds d'action? Alors, seul le temps le dira, seule la performance parle au final. Justement, c'est une des questions. Est-ce que vous avez des concurrents directs? Comment définir concurrent direct? C'est ça la grande difficulté. Alors, il y a des autres asset managers qui se concentrent aussi plus sur ce downside management, donc le management des pertes ou réduire les pertes, donc ce concept de airbag. Ça, il y en a des autres. Après, je pense pas qu'ils sont peut-être autant modernes dans l'approche ou autant quantitatifs que nous. Il y a aussi par contre des autres asset managers qui sont assez modernes, assez jeunes, qui ont probablement aussi des bonnes technologies. Par contre, ça reste des milieux très très fermés où on ne peut pas vraiment nous voir le produit que les autres ont. Donc de dire qu'on a vraiment des concurrents directs serait difficile pour moi à dire. Mais de dire qu'il n'y en a pas, ce serait aussi, je pense, faux, parce qu'il y en a sûrement quelque part. Par contre, on ne dit jamais vraiment ce qu'on a, l'algorithme qu'on a, etc. C'est vrai qu'en lisant votre site, en essayant de comprendre ce que vous faites, vous mettez plus en avant l'aspect l'algorithme. Et donc du coup, moi j'aurais plus eu tendance à me poser la question si c'était un robot advisor, plus qu'un asset manager. Ouais, bonne question, c'est quelque chose qui revient souvent. Peut-être, je pense qu'on devra du coup retravailler un peu le site. Non, il est très bien, mais du coup, je remarque un peu une différence entre le positionnement que vous donnez par rapport à ce que j'ai cru comprendre sur le site. Une grande différence, enfin, pour beaucoup, le robot advisory, c'est quelque chose qui gère son argent. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est purement passif. C'est-à-dire que le robot, la seule chose qu'il va faire, c'est faire un rebalancing, donc une réallocation chaque mois ou même trimestre. Mais vous allez définir un profil de risque au début. Donc à la limite, c'est là le seul moment où il y a un algorithme. Donc il va dire, ah ok, combien vous gagnez, combien vous êtes prêt à perdre, et après vous serez sur une échelle de 1 à 6 en termes de risque. Et ensuite, une fois que vous êtes dans une de ces catégories de risque, vous avez une allocation qui est très bien définie, c'est-à-dire tant de pourcents d'actions, tant de pourcents d'obligations, tant de pourcents de X, etc. Et la seule chose que le robot va ensuite faire, c'est chaque mois revenir à cette pondération-là, dans le cas où les actions elles auront augmenté. Et donc en gros, c'est purement passif. Donc il n'y a aucun choix actif. Et ça, c'est justement la grande différence, par exemple, avec ce que nous on fait. C'est que nous, on est dans le monde actif, où on va essayer de, suivant les conditions de marché ou les régimes qu'on est, adapter chaque fois cette pondération ou comment on investit. Et donc ça, c'est, entre guillemets, complètement différent. Ouais, alors on peut dire qu'avec le robot advisor, l'information vient de l'investisseur parce qu'il met sa stratégie en place avec des critères qu'il aimerait atteindre. Voilà. Alors qu'avec vous, l'information vient du marché et vous donnez des conseils suite à cette observation. Exactement, c'est-à-dire que le robot advisor, il ne va jamais changer sa pondération d'après les conditions de marché. Exactement. Ok. Donc vous n'êtes pas des robots advisors. Non, mais c'est quelque chose qui est bien pour... D'ailleurs, c'était souvent
beaucoup d'innovations qui ont été faites en termes d'asset management par les fintech jusqu'à assez récemment, ça allait principalement sur la réduction des coûts. Parce qu'en fait, le passif, je veux dire, sur ces 10 dernières années, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a eu des marchés haussiers, il y a quasiment aucune approche active, à part quelques dizaines, on va dire, enfin, je dis un chiffre, mais vraiment une infime partie des stratégies actives qui a réussi à générer de la surperformance comparé à un investissement passif. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit, OK, le seul moyen, on voit que de toute façon, l'actif n'arrive pas à amener une valeur ajoutée. Donc, restons dans du passif et essayons de minimiser les coûts. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé ces robo-advisors. Parce qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui fait cette réallocation à la pondération de base tous les mois ou tous les trimestres, ça coûte de l'argent. Parce que normalement, c'est un banquier qui fait ça. Donc, on a dit, OK, on va automatiser ça. Et donc, en fait, la vraie innovation, c'est de réduire les coûts pour, en fait, surperformer ou moins payer en gros la contrepartie qui nous offre ce service. Et moi, je pense que maintenant, après près de plus d'une décennie on va dire de bull market, donc de marché haussier, on rentre dans un monde beaucoup plus complexe. On voit qu'il y a il y a un ralentissement de la croissance. On se rend compte que la croissance, elle peut pas continuer indéfiniment. On a aussi des tensions géopolitiques, donc qui vont amener à plus de protectionnisme. Je pense que c'est fini ce monde de la globalisation, etc. Donc on a toute cette complexité en plus qui arrive et qui vont rendre les marchés beaucoup plus volatiles. Et je pense que ça, c'est une opportunité pour le secteur. C'est parce qu'en fait, les acteurs qui sont actifs, donc qui ne font pas juste passivement, peu importe les conditions de marché, la même allocation, eux, après près d'une décennie d'attente, ils pourront nous avoir une chance de montrer leur valeur ajoutée, pour autant qu'ils soient agiles et réactifs. Je trouve que c'est un peu ça la beauté aussi des fintechs, c'est que, comme vous dites, dans un marché de plus en plus complexe, un monde de plus en plus complexe, on a des solutions qui sont aussi complexes dans le sens où vous n'êtes pas totalement un robo-advisor, vous n'êtes pas totalement asset manager, vous êtes un peu un mélange hybride, mais qui répond à des solutions complexes. Et finalement, c'est ça aussi la vraie innovation, et c'est ce qui est génial en soi, et c'est ce qui apporte aussi, comme vous dites, énormément de potentiel et d'opportunités pour la suite, pour les nouveaux arrivants, comme pour les startups comme vous. Oui. Après, pour les nouveaux arrivants, j'ai peur que ce soit compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de régulation aussi. D'ailleurs, ça, c'est un peu ma crainte pour l'avenir. Nous, on était encore un peu dans le dernier wagon, où en fait, on pouvait encore commencer sans vraiment avoir, par exemple, de licence FINMA. Et toutes ces OARG, donc c'était un peu ces structures autorégulées, où on pouvait assez facilement rentrer dans le monde de l'asset management. Donc là, je parle spécifiquement du monde de l'asset management. Elles ont disparu depuis le début de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année, elles vont disparaître complètement. Donc, depuis le début de l'année, on peut plus rentrer dans ce mode-là. Et toutes les existantes, elles ont jusqu'à la fin de l'année pour changer, pour vraiment avoir, entre guillemets, une licence FINMA. Et j'ai juste peur qu'avec ça, on tue aussi peut-être une certaine innovation, parce qu'on empêche des nouveaux acteurs de rentrer sur le marché, juste à cause de plus de régulation. Justement, ça tombe bien parce que je voulais justement qu'on parle de la FINMA. Ok. Comment ça s'est passé avec vous? Non, alors, en règle générale, je trouve que j'ai eu une super bonne expérience avec eux. C'était long. C'est un peu la seule chose qu'on peut dire. À quel niveau c'était long? Qu'est-ce qui a pris du temps en soi? C'est qu'en fait, on envoie un dossier, ils reviennent avec quelques points, ils nous envoient ça par lettre. On doit en gros répondre à ces questions par lettre. Et en fait, après, on arrive nouveau même si on répond le lendemain, on est direct sous le tas de sous la pile. Donc en fait, il faut attendre que toutes les autres lettres qui sont arrivées entre-temps soient retravaillées. Mais le business continue en attendant. Oui, il n'est pas limité. Non, alors là, justement, on était encore dans cette période de transition. En fait, on était régulé au ARG. Donc on avait le droit de continuer ce business. Et en fait, on avait jusqu'à la fin 2022, pardon, pour recevoir cette licence. Et nous, on l'a reçu le 10 janvier 2022. Donc on avait une bonne marge, on avait environ une année d'avance jusqu'au dernier délai. Mais on l'a fait aussi de façon consciente, parce qu'on savait qu'on était une entreprise jeune,
où il y aura potentiellement plus de questions. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est pris à l'avance pour cette licence FINMA. Par contre, les interactions avec eux, c'était toujours c'était professionnel et je veux dire des fois même plus sympa qu'avec des autres acteurs du milieu. Ils étaient, on va dire, stricts, mais fair. Enfin, en anglais, c'est plus joli, strict but fair. Mais c'est vraiment ça que j'ai eu l'impression. Ils n'étaient pas contre nous. Enfin, ils n'étaient pas contre les fintechs. D'ailleurs, ils proposent même pas mal de régulations pour ces fintechs qui ne veulent pas forcément avoir direct toute la licence. Donc, je pense que, et on le voit aussi d'ailleurs bien, c'est pour ça qu'il y a la crypto-vallée qui est à Zug. Hein. C'est parce que les législateurs et le gouvernement suisse aussi, en règle générale, est quand même assez ouvert à ce type d'innovation, si on peut dire. Donc ils étaient plus dans l'encouragement, dans un cadre limité, on peut dire. Alors comme ça. eux, je pense pas qu'ils étaient forcément dans l'encouragement. Ils voulaient que les règles et les lois, entre guillemets, soient respectées. Ils ont eu, justement, comme j'ai mentionné au début, avec cette règle implicite des 5 ans, pour eux c'était une règle. Après, nous on a pu argumenter que c'était pas vraiment forcément dans la loi. Donc pour eux c'était très important l'expérience et la réputation. Et ils ont leur peur, c'est plus potentiellement qu'on peut nuire à la place financière suisse. Ça, c'est vraiment ce qu'ils essaient d'éviter, je pense. De ne pas laisser, entre guillemets, n'importe qui. Ce qui peut être compréhensible. Ce qui est compréhensible. D'ailleurs, moi, je trouve ça plutôt bien. Après, des fois, je suis un peu toujours... Partagé, parce que comme j'ai mentionné avant, je trouve que c'est dommage, parce que ça va être beaucoup plus compliqué pour des nouveaux acteurs d'entrer sur le marché. Parce qu'il y a quand même des barrières d'entrée qui sont très importantes. Mais d'un autre côté, de protéger les investisseurs, de protéger, entre guillemets, toutes ces économies que ces gestionnaires gèrent, je trouve que c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus dans le passé. Donc. Après, je pense que ça dépend aussi du secteur. Enfin, je ne sais pas dans quelle rubrique vous étiez, enfin dans quelle, je ne sais pas comment on appelle ça, une rubrique. Enfin une licence, je crois qu'il disait. Ouais, dans quelle catégorie vous étiez, vous? Enfin, vous avez la licence pour quelle catégorie? Nous, on est, enfin si on prend le terme exact, c'est asset manager de placement collectif. Donc on peut gérer des fonds et donc c'est nous qui prenons vraiment la décision de comment investir dans un fonds. Après il y a aussi la licence qui est entre guillemets en dessous, qui est juste du portfolio management. En fait on peut seulement gérer des comptes entre guillemets de personnes ou de sociétés, mais de façon individuelle. Donc on ne peut pas vraiment gérer un fonds. Donc par exemple chez nous on pourrait théoriquement aussi après demander un peu une extension et de pouvoir gérer des fonds de pension, des choses comme ça. Donc on a si on veut, on a la licence en gros supérieure. Enfin, il y a la première d'entrée, il y a la deuxième que nous on a. Après il y a ceux qui peuvent vraiment créer des fonds de A à Z. Ça, je ne sais même plus comment on dit en français. C'est les administrateurs de fonds. D'accord. Et après il y a la licence bancaire, tout en haut. Parce que j'ai vu sur votre site que vous aviez un fonds qui avait été créé par un compte. Exactement. Donc nous, on n'a pas le droit de créer le fonds. Donc ça, c'est l'administrateur. Il y a toujours encore un administrateur. Par contre, nous, on est vraiment le manager du fonds. D'accord. Donc, quand on prend une décision d'investissement, elle sera exécutée. Donc, on a le pouvoir décisionnel de comment cet argent est placé. Mais c'est pas vous qui l'avez créé? Non, on l'a créé en guillemets. On était les initiateurs de ce fonds. Donc, on a contacté un administrateur de fonds qui lui nous a aidé à construire cette structure, parce que c'est une structure légale. Et ensuite, nous, on est en gros le manager de cette structure légale, si on veut. C'est quoi, c'est une banque? Alors ça, c'est justement, il y a tellement d'acteurs dans les fonds, c'est compliqué. Il y a vraiment celui qui crée la structure, donc juste d'un point de vue légal, et qui va être en charge de calculer la valeur, de faire la comptabilité de cette structure légale. Donc ça, c'est l'administrateur du fonds. Ensuite, il y a la banque dépositaire. Donc c'est là où l'argent de ce fonds est placé donc physiquement, donc dans quelle banque. Et c'est aussi là où après, depuis cette banque, on peut décider des brokers, donc avec qui c'est qu'on veut trader, donc avec qui c'est qu'on veut acheter ou vendre. Donc il y a plein d'acteurs qui rentrent en compte dans un fonds.
Tout un écosystème Exactement. dans l'écosystème. Et du coup, votre activité principale, elle se fait où? Donc vous êtes basé à Crissier, c'est juste? Mais le business, il se fait avec qui essentiellement? Donc essentiellement justement avec ce qu'on appelle des gestionnaires externes, des family office. Donc, Qui sont basés où? Bah ça c'est un peu l'avantage que nous on a, c'est que on parle aussi presque parfaitement suisse-allemand. Ouais. Un des cofondateurs est suisse-allemand. Moi j'ai quand même étudié en suisse-allemand, donc je parle très bien suisse-allemand. Donc au début c'était plus sur Zurich, parce qu'on avait fait aussi nos études là-bas. Je pense qu'on était un peu plus proches. Donc ça s'est fait naturellement. Voilà, le TH, ça sonne un peu plus... Enfin, en Suisse romande, on connaît aussi, mais on va plus dire le PFZ, etc. Donc on avait plus cette proximité-là due à nos études. Et je pense que Zurich, ça reste quand même la place financière numéro 1 en Suisse. Donc même encore maintenant, la majorité, c'est quand même en Suisse allemande. Par contre, de plus en plus maintenant, depuis aussi qu'on a nos bureaux à Lausanne, on est aussi de plus en plus axé sur Genève. Ça a ajouté plus de proximité en fait. Aussi, ouais. Et après, ça dépend aussi qui c'est qu'on target, entre guillemets. Au tout début, enfin, pour moi, Genève, ça reste un peu plus les banques privées. Donc ça reste quand même des institutions un peu plus importantes, enfin, en termes de taille, on va dire. Tandis qu'à Zurich ou à Zug, il y a plus peut-être des asset managers externes, ou alors justement ces family office, ces structures pour les familles riches. Et ça, c'est plus accessible quand on commence dans l'asset management. Comment est-ce que vous avez été perçu justement par ces family office, par les banques, par les asset managers? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle souvent le choc culturel entre les fintech et les acteurs plus traditionnels? Oui et non. Je pense l'avantage, c'est qu'on a quand même étudié ce domaine-là. Donc, on arrive à se comprendre. On avait quand même le même langage. Après, peut-être que oui, on utilisait des techniques, des nouvelles technologies. Mais on avait quand même la même idée ou le même jargon. Donc, ça, on s'est toujours assez bien compris, je dois dire. Il y a aussi une certaine ouverture. De plus, si on gagne un peu des awards ou si on est sélectionné, etc. Ouais, d'ailleurs, félicitations. Oui, merci. Vous avez Félicitations. été sélectionné par la Swiss FinTech Award parmi dans la catégorie les startups qui early stages, ils appellent ça. Exactement. Donc, c'est quoi exactement? Je crois qu'il y a early stage et puis growth stage. Exact. Growth, c'est quand même des structures qui sont assez grandes. Enfin, on va dire, je crois qu'ils avaient 50 ou même plus d'employés. Donc, c'est vraiment déjà des millions et des millions de revenus. Souvent des sociétés qui mettent 10 à 13 ans. Je crois la plus elle avait 13 ans d'activité. Donc, c'est quand même presque des structures établies, mais qui sont quand même encore perçues comme assez disruptives. Donc ça, c'est le growth stage. Et nous, on était plus dans le early stage, c'est-à-dire que on a quand même un produit qui est déjà sur le marché, mais on n'a pas encore eu cette phase de croissance où, je sais pas, on génère beaucoup de revenus, etc. Donc, il y a en gros ce premier produit ou ce proof of market qui existe comme qu'on peut potentiellement intéresser des clients, mais on n'a pas vraiment encore eu cette phase d'accélération. En tout cas, félicitations. Merci. C'est bien d'être parmi les 5 Oui, nominés. les 5, exact. Après, on n'a pas gagné, mais bon. La prochaine. Mais du coup, ça aide à rentrer en contact, parce qu'après, ça offre une certaine visibilité. Et donc, après, les gens sont intéressés à parler avec nous, avec Alcon, de nos solutions, d'essayer de réfléchir à comment on pourrait utiliser ça. Mais après, des fois, ça aide pas forcément à aller plus loin. Et pour aller plus loin, ce qu'on a observé, c'est qu'il faut vraiment que soit les membres de la direction, spécifiquement le CEO, ou alors les membres du conseil d'administration, disent « Ok, c'est une décision stratégique, on veut collaborer, on veut travailler dans cette direction-là. » Mais vraiment d'essayer de passer, on va dire, par le système ou le processus normal, il faut souvent que 5 ou 10 personnes soient d'accord de travailler ou de collaborer avec nous pour que la décision soit faite.
Et souvent, on a des cas où il y a même des gens qui ont des droits de veto, ou même dans des cadres où si une personne n'est pas d'accord, ils disent « Ah, c'est compliqué ». Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur, parce que de dire non à cette personne, enfin, de dire à cette personne qui a dit non, non, on le fait quand même, ben, ça implique quand même un gros risque si une fois on disparaît ou, je sais pas, on fait une erreur, admettons, parce que c'est quand même le risque quand on travaille avec des fintechs et des startups, c'est des structures plus petites, donc potentiellement avec plus de risques. Et donc, je pense qu'après, les autres qui ont dit oui, ils disent « Ah oui, c'est vrai, il a dit non, c'est vrai qu'il y a quand même du risque, enfin qu'il y a pas mal de risques, qu'est-ce qu'on dira si entre guillemets, ça dérape, c'est vrai, peut-être qu'il faut attendre un peu ». Et donc, il y a un peu ce processus de... Il y a quelqu'un qui doit, entre guillemets, dire « Je veux ça, on fait ça, whatever it takes ». Prendre un peu le courage Voilà. d'aller de l'avant Voilà. Et en ça prenant doit des être... risques. Voilà. Et ça doit être soit le CEO ou soit les membres du conseil d'administration. Donc ça, on peut imaginer que c'est plus pour les banques, ce que vous Ouais, venez décrire. Exactement. Alors après, c'est pour ça que, comme je l'ai mentionné avant, au début, on est parti plus sur des structures family office, asset manager externe. Donc plus, c'est un peu ces one-man show. Mais Il y a une pénétration plus simple, en voilà, fait, parce avec qu'en moins fait, de barrières. il y a une seule personne à convaincre. Oui. Ah ouais. Et ça simplifie la chose. Et de plus, ces structures sont quand même généralement plus petites. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a aussi, ce qui est la barrière de l'âge, en fait. Barrière du background, comme on disait aussi, le manque d'expérience. Tout le monde veut une première expérience, mais personne ne veut la donner. Exact. On se dit, mais c'est une fintech. Ils ont une solution incroyable qui est innovante, que très peu proposent, on peut supposer. Ils ont la régulation FINMA. Ils ont été sélectionnés pour un award. Ils ont des gens dans leur board qui les soutiennent et ils ont été créés depuis 2018, donc un track record. Comme vous avez dit, difficile d'imaginer qu'il y a encore des acteurs qui ont du mal à faire confiance ou qu'il y a encore des freins. Après, par exemple, si on parle spécifiquement de notre cas à nous, quand j'ai nommé avant le Covid où ça a très bien fonctionné, c'était pas vraiment un track record parce que ceux qui n'ont pas reçu les signaux, ils n'ont pas vu que ça marchait. Ouais. Donc on n'avait pas de produit à ce moment-là pour montrer que notre approche a fonctionné. Et par exemple, depuis le moment où on a eu l'occasion de vraiment lancer un produit, ça n'a pas vraiment encore amené de la surperformance. Et comme j'ai mentionné avant, ce qui nous manque maintenant, parce qu'au final, dans l'asset management, c'est la performance qui prime. Des fois, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas pu montrer cette surperformance sur le papier, sur un produit où on gère nous. Donc ça, je pense que c'est vraiment le frein pour le moment pour nous. Parce que du coup, il faut vraiment que quelqu'un prenne ce risque sans vraiment avoir forcément le track record, même si on existe depuis 2018. Après, de manière générale, je pense que la Suisse, elle est quand même assez conservatrice. D'ailleurs, je trouve qu'il y a toujours une grande dualité en Suisse. C'est... être conservateur, mais par contre on est un des pays les plus innovants au monde. Je crois qu'on est tout le temps numéro 1 dans le ranking de l'innovation mondiale, donc c'est un peu ce paradoxe là, mais je pense que c'est aussi ce qui fait notre force, c'est-à-dire que on a ce côté innovant parce qu'on n'a pas des ressources, des matières premières dans notre pays, hein. Enfin ça on l'a tous un peu appris à l'école, ça on nous le répétait, et du coup en gros on doit être innovant, on doit trouver des solutions créatives. Par contre, d'un autre côté, on est quand même conservateur. Et c'est pas du tout négatif quand je dis conservateur, parce qu'on a vu avec l'Europe, hein, à l'époque, on était assez conservateur pour dire « Ah non, on veut pas rentrer dans l'Europe ». Et je pense qu'aujourd'hui, quasiment la majorité des gens sont d'accord que c'était une bonne décision. Donc en fait, c'est un peu cette dualité-là. Et je pense que il faut vraiment réussir à trouver une bonne balance entre ces deux choses. Et je pense qu'actuellement, dans l'asset management, ou en tout cas peut-être dans le côté financier, on est plus dans ce côté conservateur encore. Peut-être même plus à Genève qu'à Zurich. C'est vrai ? Ouais, bah, c'est plus cette idée de private banking. Dans le private banking, c'est plus ce côté discrétion, client, entre guillemets, fortuné, qui veulent avoir un service attentionné ou personnalisé. Ces clients-là, ils ne voudront pas forcément avoir des algorithmes et les meilleures données. Enfin, ils voudront plus des attentions. Oui. Tandis qu'à Zurich, c'est moins axé sur le private banking et plus peut-être sur la finance en général.
Et donc là, en fait, on va plus chercher justement des solutions qui permettent d'innover ou de scaler ou d'utiliser des nouvelles technologies. Est-ce que ce serait peut-être une des explications qui fait qu'il y a peut-être, en termes de chiffres, moins de fintech en Suisse romande, comme on disait tout à l'heure? Ben, je pense que le vrai problème, je pense que c'est ça, ouais, parce qu'à Zurich, il faut quand même, malheureusement, enfin, c'est un grand avantage de parler suisse-allemand. Même si l'anglais, tout le monde parle anglais aujourd'hui, c'est vrai que, puis on ne doit jamais oublier qu'au final, c'est une relation, c'est quelque chose qu'on a avec quelqu'un. Et pour qu'il nous fasse confiance, on doit avoir une bonne relation. On peut avoir les meilleurs algos, on peut avoir les meilleures solutions, la meilleure technologie, etc. À un moment donné, on doit créer un lien avec une personne. Et pour créer ce lien, il faut souvent avoir un point d'attache. Et quand on parle vraiment, par exemple, même le même dialecte, donc le suisse-allemand, ça aide, ce sera plus facile à créer un lien que si on doit parler dans une langue étrangère. Et ça, je pense que peut-être c'est une des raisons pourquoi il y a moins de fintech en Suisse romande. Par contre, après, ça n'empêche pas à la place financière genevoise, même s'ils sont dans le private banking, de peut-être être ouvert à tenter plus de choses. De toute façon, il y aura la prochaine génération d'investisseurs. Quand ces clients qui veulent avoir des attentions personnalisées, quand ce sera la prochaine génération, ils voudront pouvoir voir sur leur téléphone mobile où on est ma performance, ils voudront de l'interactivité, de l'interaction, et plus forcément quelque chose, entre guillemets, de vraiment personnalisé, où on va peut-être inviter dans un beau lieu, dans un beau bureau. Donc peut-être ça, il faudrait peut-être commencer à changer pour se préparer à la prochaine génération. Ouais, j'allais dire justement, on voit qu'il y a une forme aussi de confiance, c'est-à-dire peut-être qu'à Zurich, ils vont plus facilement avoir confiance en disant d'accord, on donne une chance, ça a l'air costaud, ça a l'air solide ce qu'ils font, on leur donne une chance, donc peut-être un profil de risque à ce niveau-là qui est différent par rapport à la place financière genevoise. Donc, c'est un petit peu ce que je comprends de ce que vous dites par rapport aux générations futures. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une forme aussi de défiance des fois par rapport aux institutions. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes et les moins jeunes aussi, on peut prendre déjà depuis les millennials, on voit que parfois, ils ont moins confiance dans le système bancaire. On le voit par exemple avec la crise de 2008. Depuis là, quand même, la confiance dans les institutions, la manière dont c'est géré, clairement, elle a beaucoup diminué. Et quand on a des personnes qui arrivent avec des solutions qui sont basées sur des données, sur des faits, et donc on se dit d'accord, c'est pas parce qu'un tel il sait mieux que l'autre, mais c'est parce que vraiment il a fait le travail de recherche derrière. Peut-être que ça apporte ça redonne cette confiance où on se dit si je mets mon argent avec eux, c'est parce qu'ils utilisent ce type d'algorithme, donc j'ai confiance dans leur travail et pas forcément parce que c'est un tel qui a dit qu'il fallait investir là-dedans et qui est une forme de gourou, qui sait ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est un petit peu la perception, ma lecture des choses en fait. Oui, je pense que nous, c'est ce qu'on essaye d'amener, plus de systématique, plus de rationnel. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sera juste, forcément. Beaucoup croient aussi que c'est parce qu'on a des algorithmes, on a entre guillemets la boule de cristal, et ils ne comprennent pas qu'on ne voit pas le futur. Je crois que si on calcule bien, enfin si on fait des statistiques, je crois qu'on gagne un avantage environ de 7% comparé à juste investir de façon passive dans le marché. Donc ça veut quand même encore dire qu'entre guillemets on peut avoir 43-42% de chance d'avoir tort. Donc en fait c'est un avantage qui est très petit et en fait qui s'accumule à travers le temps. Et donc il faut être patient. Et donc ça, je pense que la compréhension que un algorithme qui se base sur des données, un processus systématique, ça je pense qu'il y a beaucoup de compréhension et peut-être même trop d'espoir de la part des gens. Et pour revenir sur la première partie de votre question, je pense qu'il y a clairement un problème dans la confiance aujourd'hui envers les institutions. D'ailleurs, si on regarde bien, le Bitcoin il a été inventé en 2008, probablement suite aussi à la crise financière. Et donc ça, je trouve que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant à réfléchir aussi en termes de méga-cycle. Il faut s'imaginer pourquoi on avait créé ces banques centrales qui avaient un pouvoir vraiment central de pouvoir en fait agir quand plus personne voulait agir. Parce que c'est ça, c'est qui sera prêt à investir quand c'est vraiment la catastrophe.
Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces banques centrales qui sont capables de... Enfin, elles sont semi-étatiques parce qu'elles ne sont pas directement liées à la politique, mais c'est quand même un organe étatique qui sera capable de relancer une économie dans une grande période de crise. Et en fait, on a voulu centraliser ce pouvoir pour permettre de pouvoir relancer des économies. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les gens ne veulent plus cette centralisation. Parce qu'elle a en fait amené aussi beaucoup de négatifs. On peut la manipuler, on peut lui faire ce qu'on veut, vu que c'est centralisé. Par contre, il ne faut jamais oublier que la blockchain, toutes ces cryptos et la DeFi en général, tout ce qui est décentralisé, c'est super intéressant en termes de technologie, mais ça amène aussi la question de quand on va enlever ce pouvoir aux banques centrales, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura une crise. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'on n'aura plus de pouvoir de capacité à vraiment relancer une économie si on part complètement dans un modèle décentralisé. Et j'ai du mal à m'imaginer que en fait, on arrive à une situation où en fait, les deux peuvent cohabiter. C'est vrai ? Jusqu'à présent, on arrive, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné... Parce qu'il y a une comment dire, un manque d'équilibre. Enfin, c'est pas 50-50, c'est 80-20, 90-10. Actuellement, on va dire, j'ai même pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on est loin de quelque chose, on va dire, de 50-50. Ouais. Donc c'est encore clairement la banque centrale, enfin, la monnaie fiat, comme ils appellent ça, qui est maître du jeu. Par contre, je pense qu'en termes de technologie, toutes les cryptos, toute la blockchain, ça va encore beaucoup s'améliorer. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y aura un avantage compétitif pour les cryptos. Et donc, il faudra voir comment les banques centrales, elles gèrent ça. Parce que soit elles prendront les avantages de la technologie, mais elles garderont quand même cette capacité d'avoir une décision centralisée. Et donc, en gros, juste utiliser les avantages, entre guillemets, technologiques qu'offre la blockchain. Donc, en créant leur propre coin. Hein. C'est d'ailleurs souvent des projets. C'est ce qui se passe déjà un petit peu. Ou alors, elles pourront dire qu'en fait, non. Elles interdisent les crypto-monnaies. C'est ce qui s'était passé dans le début, je crois en 1915, 1918, quand ils ont interdit l'or, les banques centrales. C'était illégal de détenir de l'or. Okay. Elles pourraient très bien refaire ça pour les cryptos. En fait, elles voyaient qu'elles perdaient le pouvoir comparé à l'or à l'époque. Et en gros, si on réfléchit bien, les cryptos, c'est d'ailleurs le Bitcoin est souvent comparé un peu à de l'or virtuel. Donc, moi, je pourrais m'imaginer qu'à un moment donné, si elles voient qu'elles perdent la main et qu'elles ne veulent pas créer leur propre coin, entre guillemets, qu'elles interdisent ces cryptos. Ouais. Il y avait eu... la Chine avait fait ça, exactement. Il me semble. Hein. Ouais. Donc après, la question c'est... Il peut y avoir une révolution. C'est comme à l'époque, hein, quand on a dit que l'or était interdit. Le peuple aurait pu se révolter, entre guillemets, et dire non, on n'accepte pas ça. Donc après, ça peut amener à plein de scénarios. Ça ne veut pas dire que s'ils interdisent que les cryptos, elles sont mortes. Ça ne veut aussi pas dire que la technologie blockchain, je veux dire, il y a tout le monde qui le dit, c'est deux choses différentes. Ça ne veut pas dire que la blockchain va disparaître. Il y a plein aussi d'aspects intéressants avec ça, la tokenisation, etc. Donc, mais ça, en tout cas, ça mettrait un frein à ce développement-là. Oui. Ouais. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, la notion de confiance, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Je pense que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on arrivait au fintech, on arrivait à ce qu'on disait Bitcoin et toutes ces solutions-là, parce que les gens n'avaient plus confiance dans les systèmes traditionnels. Et je pense que les vrais gagnants de demain, si on part du principe que tout le monde a plus ou moins la même technologie, plus ou moins les mêmes prix accessibles, etc., les vrais gagnants, à mon avis, ce seront vraiment ceux qui ont réussi à donner confiance aux utilisateurs. Ni plus, ni moins. Exactement. Enfin, question de marketing, tout simplement. Et c'est eux qui seront les vrais gagnants, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, si j'ai 20 ans, 19 ans, ou que demain, dans 10, 20 ans, un jeune à qui on veut convaincre de ramener son argent,
que la banque X, Y ou Z lui propose, pour lui, il a strictement aucune idée et il voit pas la différence. La seule chose qu'il va voir, c'est l'utilisation, si c'est user-friendly ou pas, l'interface, si c'est accessible, si ça donne envie et si ça donne ce petit sentiment de confiance à qui il peut donner son argent, ni plus ni moins. Je pense que c'est fini cette histoire de réputation de l'époque. On va plutôt dans telle banque parce qu'ils sont connus pour être comme ci, comme ça. C'est une nouvelle forme de réputation. Oui, c'est ça, ouais. Ça se La base irréputation, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Ça se base sur la perception, aussi les valeurs, etc. Enfin, tout ça. Mais après, ça, c'est très difficile aussi parce que, par exemple, pour nous qui sommes plutôt quantitatifs, en fait, on remarque qu'on pourrait développer pendant des années des modèles, améliorer le modèle, etc. Mais c'est jamais ça qui va faire que les gens adoptent notre solution. Et ça va plus être dans la communication, dans la présentation, même de trouver des métaphores qui expliquent ce qu'on fait. Ça a des fois même plus d'impact, on va dire, que d'améliorer. Parce que de toute façon, c'est une courbe de Pareto. Pour améliorer maintenant des modèles, il faut beaucoup d'investissement et on va juste l'augmenter de façon marginale. Donc en fait, des fois, au lieu d'investir tout ce temps-là à juste améliorer, des fois on se dit, attends, peut-être qu'il faudrait juste mieux communiquer et mieux expliquer ce qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à grandir plus vite. Et donc encore une fois, là, c'est toujours un peu cette balance entre les deux, parce qu'on ne peut pas dire on développe plus de nouveaux modèles, on améliore plus de nouveaux modèles, parce que c'est le cœur de notre société. Mais en même temps, on doit quand même s'assurer qu'on arrive à convaincre les gens, on arrive à grandir, et qu'on arrive du coup aussi à survivre à travers le temps. Parce qu'on base que sur les modèles, mais qu'après on n'arrive pas à survivre, ça aura servi un peu à rien. Justement, si on part de ce genre de constat, quel conseil vous pourriez donner à une jeune fintech qui arriverait sur le marché aujourd'hui? Quelles sont les opportunités qu'elle peut saisir et les challenges auxquels elle pourrait faire face? Je pense qu'il faut, c'est quand même trouver quelqu'un qui est prêt à prendre le risque dès le début. Et des fois, peut-être, souvent, on veut trop rester un peu, améliorer sa solution, etc. Et dès qu'on a vraiment un premier prototype, il faut vraiment sortir et pas avoir peur de même expliquer le modèle. Ou même, enfin, pas tout donner, bien sûr, hein, mais souvent, on a peur de tout le temps se faire voler l'idée. Ça, c'était aussi, par exemple, chez nous, on voulait rien dire, on disait rien. Mais quelqu'un à qui on dit rien, ça va jamais vraiment... il va jamais dire « Ah oui, je crois en ça, donc je vais partir là-dessus. » Donc c'est souvent ce problème de partage. Il faut vraiment pas avoir peur de parler, de networker et de présenter à le plus de gens possible, même si la solution n'est pas encore parfaite. Après, c'est délicat, je pense. Justement, quand on est persuadé d'avoir détenu le truc qu'il faut, on a peur que tout le monde vole l'idée, en fait. Oui, mais c'est un peu aussi naïf, je pense. Et puis moi, je l'ai eu aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'est-ce qui va faire une grande fintech ou une grande start-up ou une grande entreprise. C'est jamais l'idée. Je pense que l'idée, c'est tellement peu. Ce qui va être vraiment déterminant, c'est à quel point on est prêt à vraiment jamais arrêter. La résilience, enfin ça, on nous le dit toujours. Enfin, pour moi, les deux facteurs principaux, c'est la résilience et la capacité à vendre, à convaincre. Les idées, alors oui, c'est clair que si on n'a pas l'idée, ça servira à rien d'être bon en vente et d'avoir beaucoup de résilience parce qu'on n'a rien à vendre. Mais il y a tellement de bonnes idées, d'ailleurs, je ne sais même plus qui c'est qui disait ça, mais une idée, il y en a tellement de bonnes. Après, c'est dans la concrétisation. Vraiment, cette résilience et la vente, c'est vraiment, pour moi, l'aspect central de la réussite d'une fintech ou d'une start-up ou d'une entreprise en général. Ouais, c'est assez rafraîchissant et encourageant, je pense, pour les gens, parce que justement, on se dit, si j'ai pas la bonne idée, si j'ai pas atteint la perfection, si j'en donne trop, on va me la piquer. Mais c'est vrai qu'on dit qu'on investit d'abord et avant tout dans les personnes. Exactement. Et pas dans le projet. Donc, quand on parle à des VC ou à des gens, c'est pas que la solution elle est secondaire. Parce que d'ailleurs, nous, on a souvent des problèmes parce qu'on est dans l'asset management. Ils disent pourquoi vous avez choisi cette industrie, c'est pas la plus sexy, etc.
Mais par contre, après, ils investissent vraiment dans l'équipe. Ouais. Et la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que cette équipe est capable de réaliser le projet ou l'ambition qu'elle s'est fixée. Et ce ne sera pas est-ce que cette idée, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue ou pas. Parce qu'ils en entendent des milliers des bonnes idées. Donc ce qui va faire qu'ils sélectionnent une personne ou l'autre, c'est à quel point elle est motivée, à quel point... D'ailleurs, même des fois avec des investisseurs, moi je dois appeler 10, 12 fois, contacter l'investisseur. Et d'un coup, ça m'est déjà arrivé qu'à la 12e fois, ils me disent « Ah, bravo, t'as passé le test, je voulais voir à quel point t'étais motivé. » Et donc ça montre que, en gros, alors que de base, il trouvait l'idée ok, il la trouvait bien, il était prêt, mais il a juste pas répondu et il a juste ignoré, en gros, tous les messages, les emails que j'ai envoyés, juste pour voir si on était assez motivé et qu'on avait assez de résilience et qu'on était, entre guillemets, assez bon à la vente avant d'investir dans nos solutions. Mais est-ce que ça peut pas être perçu des fois comme quelque chose de pénible? Oh, il insiste encore. Ouais, bah moi j'avais toujours peur de ça. Je me disais, non, mais je peux pas encore l'appeler une fois. Oh, non. Ils vont se dire, il Marcel. Mais après, c'est toujours difficile à savoir. Il y en a certains où, en fait, ils ont, après vraiment décroché, ils ont dit, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc après, ça, c'est toujours un peu... Donc du coup, on sait jamais. Après, c'est clair que ce serait plus simple si tout le monde disait directement ce qu'il pensait. Ouais. Mais c'est vrai que si moi j'étais un investisseur, je pense que ce serait un bon test pour savoir si les gens qui gèrent cette start-up ou cette fintech sont vraiment motivés ou pas. Ouais, parce qu'ils ferment jamais la porte. Ils vous disent pas non, ne m'appelez plus. Donc, voilà. Ouais. Mais c'est pas évident d'insister. Hein. Ouais, c'était un test difficile quand même. Ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Enfin, encore là, c'est sympa quand il le dit. Ouais. Du coup, ça remotive à faire. Oui, parce qu'après, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça. Il aurait très bien rien pu dire, comme la plupart. Et voilà. Ouais. Après, je pense, moi, comme j'aborde les choses, c'est toujours de me dire statistiquement si j'ai fait ça avec 10 personnes, combien étaient contents que je le fasse, avec combien j'ai passé le test et combien étaient vraiment énervés. Voilà, si c'est en dessous de 30%, ça va, je continue. Ouais, il faut toujours c'est la loi des grands nombres. Ouais. Le problème, c'est que souvent, il faut le faire sur des centaines et des centaines de personnes avant d'avoir des statistiques, entre guillemets, fiables. Ouais. Et du coup, quels seraient les challenges auxquels on pourrait s'attendre en créant une fintech en Suisse ou peut-être en Suisse romande ou en Suisse allemande? Je sais pas. Je crois que la géographie de ce point de vue-là, elle ne change pas grand-chose. Ouais. C'est quand même... Mais ça, c'est pas seulement lié à la fintech. Ouais. Mais en règle générale, c'est beaucoup, comme on dit en anglais, beaucoup de pain. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut juste être prêt. Combien de fois j'entends « Ah, t'as de la chance, t'es ton propre chef. » Ces genres de réflexions. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est toujours perçu comme on a la liberté absolue. C'est vrai, c'est pire. Je peux... Si on veut, chacun des cofondateurs, on peut aller se couper les cheveux, se faire masser l'après-midi. Mais par contre, on doit aussi décider nous-mêmes de tout ce qu'on fait, de réfléchir à chaque décision. Et on ne peut plus déléguer ça à dire « Ah, on verra ». Donc je pense que le plus grand frein, de toute façon, c'est l'équipe en soi-même. L'équipe en soi. C'est-à-dire que les problèmes, ils viennent... Je crois d'ailleurs, c'est aussi tout le temps ces statistiques qu'on voit. Pourquoi cette start-up a échoué. Et c'est tout le temps... pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, c'est à cause de l'équipe qui n'était pas soudée et qui n'a pas réussi à garder sa vision. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, garder sa vision, être prêt à faire des compromis, s'adapter et rester soudé entre vous. Je pense c'est pour ça que je disais d'un point de vue géographique, je ne crois pas qu'il y ait de problème de ce point de vue-là. C'est plus... Après, oui, bien sûr, en Suisse, comme on a mentionné, ce serait cool si les institutions étaient peut-être un peu plus ouvertes ou prêtes à tenter l'expérience. Mais ça, au final, ça reste peut-être un point mineur. D'ailleurs, c'est comme dans le tennis. Hein. On dit que souvent on mentionne le fait qu'en fait,
à quel point c'est difficile où on nous met des bâtons dans les roues en Suisse, par exemple, pour le tennis. C'est ça qui a amené à voir Roger et Wawrinka. Donc je pense que peut-être même c'est quelque chose de positif, que ce soit pas si simple et qu'il faut vraiment être en gros acharné pour réussir. Ben peut-être ça sélectionne les bonnes personnes. Faire preuve de résilience finalement. Exactement. Et pas lâcher. Et en termes d'investissement, est-ce qu'on peut se dire en Suisse, on peut avoir facilement accès à l'investissement ou est-ce que c'est plus compliqué? Donc pour lever des fonds. Oui. Ouais. Bah, je pense que c'est quand même plus facile aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de les gens qui ont des startups ou qui créent des startups que je connais, ceux qui partent aux États-Unis là-bas avec un bon pitch et puis si on est vraiment agressif en termes de comment on se présente. J'ai entendu des histoires où ils n'ont aucun produit, ils ont juste une présentation, ils lèvent, je sais pas, 3-4 millions. Avec un PowerPoint. Avec un PowerPoint. Mais par contre, là-bas, il faut être bold. C'est-à-dire que on va dire, ouais, peut-être je vais essayer. Il faut vraiment tout donner, et puis à l'américaine, quoi. Mais là-bas, on peut vraiment se lancer comme ça. Ouais. En Suisse, on veut toujours des proof of concept, on veut... On est plus prudent. Ouais, exactement. Est-ce qu'on a... Et on va plus partir dans ce système de bootstrapping. Donc, c'est-à-dire, c'est des startups qui doivent se créer elles-mêmes. De zéro, elles doivent trouver peut-être une solution, pouvoir la vendre à un client, et à partir de là, commencer un peu à développer un proof of concept. Puis une fois qu'il y a le proof of concept, là, on peut aller chercher un peu des fonds. Mais même quand on a le proof of concept, on arrive souvent à moins raiser qu'aux États-Unis. En tout cas, d'après ce que j'entends, moi, j'ai jamais trop été là-dedans. C'est quoi? C'est vraiment ce besoin d'être rassuré? C'est ce besoin que, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir fait ses preuves pour être sûr que si j'investis, je suis persuadé d'avoir un retour sur investissement. Enfin, avoir le minimum de risque possible. C'est ça? Ouais, puis c'est aussi cette philosophie qu'on a en Suisse. On veut investir dans des entreprises. Oui. Tandis qu'aux États-Unis, on veut investir dans une IPO. Oui. On veut, d'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, la plupart des pitchs, ça finit comme ça, c'est dans combien de temps on peut faire l'exit. Donc dans combien de temps on peut lancer sa société en bourse. Et on s'en fout de créer de la valeur, on s'en fout d'avoir des revenus, même des gains. On veut quelque chose de big et puis on veut faire une IPO. En Suisse, on a moins cette philosophie-là. En Suisse, on a plus les entreprises familiales, etc. En fait, on veut investir dans un business model stable, sur du long terme, qui est capable de générer des revenus, des gains. On sera intéressé par les dividendes, enfin, combien on peut espérer recevoir en retour chaque année. Donc ça, c'est, je pense, c'est l'explication. Un investissement plus responsable. Ouais, ou plus moins fou. De votre secteur, comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur d'ici 2030? Je pense que il y aura tout cet aspect de blockchain, tokenisation qu'on avait un peu mentionné avant. Je pense que là, déjà, les acteurs sont quand même plutôt prêts à, en tout cas, réfléchir. Il y a plein de sommets où on discute de la blockchain, etc. Donc ça, je pense que ce sera quelque chose qui va quand même s'implémenter d'ici 2030. Il y aura une consolidation, parce qu'avec toute cette régulation, il y aura plein de petits acteurs qui vont peut-être être amenés à disparaître parce qu'il y aura trop de coûts, etc. Et après, j'espère qu'il y aura quand même cette digitalisation qui va en fait permettre d'avoir plus d'interaction et d'interactivité pour le client. Et pour finir, je pense qu'il y aura aussi peut-être un aspect de gamification qui va rentrer en compte, parce que c'est cette nouvelle génération qui va, entre guillemets, commencer à investir, ou qui va avoir plus d'argent à investir, et elle aura été éduquée dans un monde où tout est un peu un jeu. Enfin, on a grandi avec la PlayStation, on joue sur nos téléphones portables. Donc je pense que cet aspect de gamification va peut-être devenir de plus en plus important. Et ça, c'est aussi un grand risque. On a vu Robinhood, ils ont gamifié le trading d'options. Et des fois, ça amène aussi à des dérives. Donc il ne faudra pas que ce soit non plus qu'un jeu qui rend guillemets accro. Mais je pense de rendre ça un peu plus sexy. Donc peut-être on n'a même pas besoin de parler de gamification, mais juste
user-friendly interfaces. Ouais. Mhm. C'est marrant de parler de gaming parce que là, il y a 2 jours, on a eu monsieur Nils Schmidt et lui, il disait la même chose. C'est vrai qu'il y a une approche de plus en plus de jeux, en fait, où l'être humain naturellement aime jouer. Et du coup, ça peut être un risque comme une opportunité. Ah, ok. On était sur la même ligne. Ok, pourtant, j'ai pas entendu encore. Ouais. Non, mais c'est vrai, avec GameStop et d'autres. Oui, je pense que ça fait sens. Et on veut faire partie d'un groupe, d'ailleurs, ça c'est ce groupe Wall Street Bets là, sur Reddit, qui ont fait GameStop et tout ça. On veut faire partie d'une équipe. Et ça vient aussi de ces jeux vidéo qu'on jouait à l'époque, World of Warcraft, tout ça, où on fait partie de ces guildes, entre guillemets. Ouais. Cette notion de communauté, en fait. Exactement. Ouais. Et nous, on a aussi grandi avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc, cet aspect-là d'interaction, interactivité, gaming, je pense que ce sera aussi quelque chose qui deviendra de plus en plus intéressant dans ce secteur d'ici à 2030. Oui, c'est vrai qu'on voit aussi les mêmes plateformes que les gamers utilisaient à l'époque ou encore aujourd'hui pour interagir, Discord, Reddit, Twitter, et c'est les réseaux qui sont très utilisés pour les groupes un petit peu qui se donnent un petit peu des tips où investir, tout ça. Ouais. Souvent on les retrouve sur ces mêmes plateformes. Donc exactement. Il y a clairement un lien entre... Après, j'ai un doute pour Twitch, mais peut-être c'est moins cool à regarder en live comme ça, en streaming. Ouais. Mais c'est vrai que Reddit, Discord, tout ça, c'est là où en tout cas les nouveaux on va dire asset managers émergents sont clairement actifs. Ouais. D'ailleurs, Discord, c'est là où il y a tout ce qui est le Bitcoin et surtout NFT. C'est sur Discord. Ouais. Parce que, je sais pas, il y a naturellement un lien qui s'est fait entre le gaming et puis les NFT. Et donc, du coup, les gens utilisent Discord. Qui est insupportable d'ailleurs, selon moi, et selon beaucoup. Je sais pas comment ça s'est développé. C'est particulier, vraiment. Et en parlant de génération future, est-ce que vous pensez que le secteur sera toujours aussi compétitif et attractif pour ces générations-là, si on se projette justement 2030 ? Ça dépend justement comment il évolue. Ouais. Est-ce qu'on sera prêt à faire ces changements-là ? Est-ce qu'on sera... Même pour faire ces changements-là, il faut quand même être très ouvert d'esprit. Donc, quand nous, on propose juste, par exemple, une automatisation d'un processus, ou si on n'est pas prêt à avoir ça, ou à être ouvert à ça, j'ai du mal à m'imaginer qu'on sera ouvert pour une gamification ou une tokenisation, etc. Donc, je pense que nous, on est encore, entre guillemets, les gentils disrupteurs, enfin, si on parle en termes de société financière, parce que nous, on va automatiser, on va aider le business existant, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après, si on parle des gens des sociétés des fintech qui offrent vraiment de la tokenisation, tout ça, ça devient quand même une grande disruption. Donc, s'ils nous disent non à nous, j'aurais l'impression que c'est comme s'ils sautaient une étape. Ouais. Donc, je pense peut-être commencer déjà avec nous, et puis ensuite on pourra sauter. Et si on reste la partie asset management, aujourd'hui, si on reste sur l'asset management, les grands comptes en banque sont détenus par des personnes qui ont un certain âge, qui font plutôt partie de la génération des boomers, la génération silencieuse, etc. Et on peut imaginer que d'ici 2030, voire dans quelques années, transfert de fortune générationnelle, donc ces comptes seront détenus par les Gen Z, millennials, etc. Est-ce que du coup, on peut imaginer que ces gens-là seront toujours satisfaits des solutions qu'on propose aujourd'hui et de comment les choses vont évoluer, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont prendre une partie, ou je pense pas la totalité, mais en tout cas une bonne partie des assets ailleurs, sur d'autres places qui pourraient paraître plus intéressantes? Clairement, j'ai envie de dire, enfin, je pense que ça, en tout cas notre génération, enfin l'âge qu'on a nous, je pense que j'ai pas forcément d'avantage à prédire ça que tout à chacun. Je pense que, en tout cas moi, j'aimerais pas avoir une solution comme ça. Ouais. Donc si on part du principe que les gens de notre génération réfléchissent environ peut-être comme nous, je pense que ça suffira plus, et c'est pour ça que les thématiques que j'ai mentionnées, blockchain, gamification, tout ça, c'est des choses qu'il faudra quand même activement prendre en charge, enfin attaquer le taureau par les cornes à un moment donné pour satisfaire cette nouvelle sorte de client. Après on pourrait aussi s'imaginer de créer genre une sorte de filiale, hein. Elles n'ont pas besoin de changer le bateau mère, d'ailleurs c'est ce que je parle toujours.
tout le temps arrêter de penser en paquebot. Vous avez votre paquebot, laissez-le aller. Un paquebot, il ne peut pas être agile. Par contre, créez des speedboats un peu à côté où en fait, vous donnez accès à votre réseau de distribution, vous êtes prêt à prendre plus de risques, et on crée en fait un speedboat ensemble qui permet d'aller explorer des nouveaux horizons, d'être plus agile. Et des fois, je pense que c'est aussi ça le problème. Si on parle de digitalisation, d'innovation, c'est clair que c'est méga difficile d'apporter ça directement dans le bateau-mer. Par contre, on pourrait créer des sous-structures qui soient plus agiles, où ce serait des sortes de joint venture, où en fait, ils nous amènent le réseau de distribution, et nous, on amène l'innovation, mais pas à l'intérieur du paquebot, mais dans un petit bateau séparé qui est agile. Justement, pour rebondir sur l'aspect joint venture, c'est vrai qu'on peut imaginer que dans les années à venir, il y en aura beaucoup, entre les fintechs, entre les acteurs plus traditionnels comme les banques, autres. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Ou est-ce que justement, comme vous dites, il faut garder une espèce de séparation? Je pense comment on peut envisager ça? Je pense que c'est clairement faisable. En vrai, ce qu'il faut, c'est juste... je pense que n'importe quelle fintech est ouverte à faire ça. Par contre, une banque, elle aura toujours plus tendance à dire « Ah, mais est-ce que c'est vraiment le bon partenaire? Est-ce qu'ils ont la capacité à délivrer ?» Parce que souvent, on a encore quand même des structures plus ou moins petites. Et il faut quand même être capable de... Même si on est dans un speedboat, donc dans un petit bateau à côté, être capable d'avoir quand même une capacité à livrer aussi les choses qu'on promet. Mais je pense que la question, c'est justement, il faut les institutions financières, il faut qu'elles aient cette ouverture à vouloir travailler, faire des collaborations, des partenariats avec des startups. Et je pense que ce sera leur porte, entre guillemets, de sortie, pas de sortie, mais cette aide qu'ils auront quand ces nouvelles générations vont arriver, entre guillemets, au pouvoir, si on parle comme ça. Donc quand elles pourront décider où est-ce qu'elles voudront investir, ce sera mieux d'avoir créé une fintech à côté, une banque nouvelle génération, et de pouvoir absorber les nouveaux clients. D'ailleurs, on voit, c'est ce qu'ils avaient fait en téléphonie. Swisscom, ils vont pas commencer à complètement adapter leur pricing. Parce qu'ils savent que la personne qui a 50, 60 ans, elle veut rester chez Swisscom, téléphonie suisse. Ils sont pas très sensibles au prix. Par contre, c'est pour ça que Swisscom, ils n'ont pas dit pour atteindre la nouvelle génération, on va tout changer notre système. Ils ont créé Wingo, fait un pricing agressif là-bas pour capter cette nouvelle clientèle. Et comment on pourrait donc imaginer la collaboration de demain entre les fintechs et les acteurs traditionnels, les banques ou autres? La collaboration idéale qui créerait vraiment une situation de win-win pour tout le monde. Fintech, c'est un peu peut-être plus complexe. Asset management, j'arrive plus à me projeter. Alors, asset management, c'est de dire on prend une petite partie du capital qu'on a sous gestion. On crée un produit en collaboration, par exemple, avec Alquant, si on prend notre cas. Ils ont un droit de regard sur comment cette stratégie est gérée, qu'est-ce qu'on investit, etc. Par contre, au quotidien, on emploie notre technologie, nos stratégies, nos données, et c'est nous qui gérons tout ça. Et pour eux, allez, qu'est-ce que c'est le risque? S'ils nous définissent bien l'univers d'investissement, qu'ils définissent les risques qu'on peut prendre, ils peuvent quasiment tout avoir une checklist pour être sûr que ça rentre un peu dans la catégorie pas trop risqué. Et ensuite, après, c'est un produit financier. Nous, on est régulé, produit financier régulé. Le risque est pour moi très petit et il ferait ça avec une petite partie du capital. Allez, admettons 0,5 ou 1%. Par contre, au fintech, dans l'asset management, ça permettrait d'avoir des volumes qui sont grands. Après, justement, je pense que eux, ils sont pas prêts à faire ça parce qu'ils disent « Ouais, mais c'est quoi mon intérêt de faire ça ?» Donc après, il y a l'argument. L'intérêt, c'est en fait, envers tes clients, tu peux dire « Regarde, nous, on collabore avec des sociétés comme ça. » Ça, souvent, ça passe pas trop. Après, on pourrait dire « Ok, vu que ça nous ramène du volume et donc du chiffre d'affaires, on vous
donne des options sur notre société, donc sur la structure en elle-même. Et comme ça, pour nous, c'est presque, entre guillemets, mieux qu'un financing round. Au lieu d'aller frapper à une porte et d'aller demander à un VC de l'argent pour créer un réseau de distribution, il pourrait juste nous donner le réseau de distribution, enfin le mettre à disposition. En contrepartie de ça, il pourrait avoir une part action dans des sociétés fintech, et donc indirectement de faire une sorte de fonds ou produit private equity qui pourrait à nouveau remettre dans leurs produits ou offrir à leurs clients potentiellement. Donc être vraiment plus dans un modèle collaboratif et pas vraiment l'un qui se fait absorber par l'autre. Voilà, et pas forcément devoir dire ok, ce produit en fait il est mieux. De dire ok, on essaye de collaborer avec eux, on fait pas ça gratuitement, on veut justement peut-être des parts actions ou des options dans la société. Par contre là ce serait clairement un peu un win-win. Eux ils peuvent dire à leurs clients on a un avantage, on est innovant, on va vers de nouvelles solutions, et en plus on vous permet après d'avoir des parts actions dans ces startups-là pour lesquelles vous avez, qui ont des solutions dans votre portefeuille. Donc ça fait un peu une sorte d'écosystème. Donc c'est vraiment de penser en win-win, d'être créatif et pas juste produit. On suit le même chemin. C'est-à-dire que maintenant on aime le risque, on aime toutes ces choses, mais quand ensuite on devient plus mature, plus âgé, on revient vers les côtés traditionnels. C'était un peu ça le. Mais peut-être, c'est aussi. C'est peut-être pas forcément si faux. C'est pas juste non plus. ouais, mais c'est aussi tout le temps notre grand défaut, de toujours croire, chaque génération croit aussi qu'elle est différente. Ouais. Donc après, mais nous on est dans cet âge-là, donc nous c'est la façon dont on pense, mais peut-être qu'effectivement plus tard. Ouais. Par contre, moi je crois pas que je voudrais y recevoir des PDF et pas avoir accès à un truc digital, mais. Faut savoir les lettres par pigeon voyageur. Exact. En prospective, on fait une analyse des tendances. Ça peut être les tendances lourdes, comme par exemple les mouvements démographiques, ou alors des signaux faibles, donc des petites choses qui se produisent peut-être aujourd'hui ou qui se sont passées il y a quelques années en arrière, et on voit ensuite un effet qui se dessine sur le long terme. Et on utilise ça pour discuter. Généralement, on peut faire ça avec des experts, ou ça peut être dans le board stratégique d'une entreprise. Ils vont justement utiliser ces tendances pour ensuite essayer de faire des scénarios qui leur permettront pas de lire l'avenir, mais d'avoir différents scénarios possibles et d'ensuite voir comment est-ce qu'on peut orienter la stratégie de l'entreprise, par exemple, vis-à-vis de ces scénarios, pour essayer de saisir les opportunités qu'on identifie ou se prémunir contre d'éventuelles menaces. Donc nous, on a fait un scénario 20 à 2030. On a un terrain politique qui a beaucoup évolué. Donc on voit notamment des changements radicaux dans les pays où on arrive vers des mouvements plus nationalistes avec beaucoup de protectionnisme. Donc cela affecte beaucoup l'environnement financier dans le sens où les entreprises ne sont plus vraiment à même de décider dans quoi exactement elles peuvent investir ou dans quel pays elles peuvent investir. Il y a beaucoup de restrictions à ce sujet-là. On a aussi un très grand impact au niveau de l'impact sur l'environnement. Donc ça veut dire que les politiques, elles continuent vraiment leur combat contre les émissions de gaz à effet de serre et le risque climatique. Et donc généralement, on va encourager des produits qui vont permettre d'améliorer cette situation. Et il y a aussi également une explosion des bons gouvernementaux vis-à-vis des projets environnementaux. Donc dans cette situation-là, comme vous faites de l'asset management, la problématique, c'est que ça limite un peu dans quoi est-ce que vos clients pourraient investir. Et également, le fait qu'on revient sur des produits qui sont plus, on va dire, défensifs, avec des bons, on touche des intérêts, ce genre de produits-là, ça risque également de nous envoyer dans un marché où il y a une partie qui va vouloir chercher peut-être des investissements plus risqués qui rapporteraient plus, et une autre partie qui va se contenter d'investir dans ces nouveaux produits, ces nouveaux bons qui sont délivrés, parce que finalement ça rémunère suffisamment, donc pourquoi prendre ces risques, pourquoi aller vers ces primes de risque importantes. Donc comment est-ce que vous projetteriez, j'entends en tant que asset manager, comment est-ce que vous projetteriez vis-à-vis aussi de votre projet, la manière dont vous faites avec l'analyse quantitative, comment est-ce que vous projetteriez dans cet environnement, sachant justement qu'il y aurait de ces deux profils d'investisseurs bien distincts. Et si on peut, juste petite parenthèse, ajouter le fait qu'on pourrait éventuellement penser à une restriction à l'information suite à ces politiques protectionnistes, une rétention d'informations ou l'information qui serait encore plus chère qu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on réagirait à tout ça finalement ? Comment est-ce que ça impacterait ?
Ça serait compliqué, non. Je pense que... Je pense que oui, alors on pourrait partir vers d'autres... Après, nous, par exemple, on travaille sur beaucoup de produits dérivés, donc des futurs, des options, qui sont tout le temps des contrats à terme. Donc, c'est des contrats qui ont quand même existé depuis très très longtemps, entre guillemets. On a peu de raisons de les interdire, parce qu'ils facilitent l'échange des capitaux. Et en termes de risque, ils sont assez contrôlés, vu qu'il y a une maturité dans un produit comme ça. Un peu comme dans les obligations que vous avez mentionnées. Donc vu que nous, on travaille pas mal là-dessus, j'aurais un peu moins peur, parce que c'est vrai qu'avec les actions à l'époque, pendant la guerre mondiale, je ne sais plus si c'est vrai, il faudrait que je recontrôle, mais j'avais entendu dire que les Allemands avaient exproprié, par exemple, des actionnaires étrangers dans les actions allemandes, et vice-versa, les Américains, ils ont exproprié les Allemands qui avaient investi dans des sociétés américaines. Donc là, on voit que ce terme de propriété est quand même un peu mis en danger dans un cas où justement il y a plus de protectionnisme, donc potentiellement aussi plus de guerre. Donc ça, je pense que ce serait un grand risque pour les marchés financiers, parce que les marchés financiers, ça joue aussi beaucoup sur cette globalisation. On le verra aussi avec la Chine, comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont interdire les actionnaires étrangers? Donc ça, je pense que si ça devient protectionnisme, il y aura aussi du protectionnisme en investissement. Donc les marchés financiers vont se recentrer sur eux-mêmes. On aura un problème en Suisse parce que pour financer nos grosses sociétés, on a besoin de capitaux étrangers. Mais par contre, ça nous amènerait à se concentrer plus sur la Suisse, sur le marché financier suisse, à développer ces solutions qui existent encore pas en Suisse aujourd'hui. Et c'est pas si grave si elles n'existent pas aujourd'hui, parce qu'on a les solutions américaines qu'on peut utiliser, ou européennes. Mais par contre, dans un contexte comme ça, je pense qu'en fait, nous, on se positionnerait plus à en fait essayer de développer ce que maintenant on a dans ces autres pays en interne, parce qu'il faudrait, comme en temps de guerre, ou dans cette philosophie de protectionnisme, on veut tout posséder, donc en fait, il faudra développer les choses là-dedans. Donc, si ce cas extrême, on va dire, entre guillemets, arriverait, je pense que il faudrait se repositionner, ça c'est clair. On pourrait pas juste dire ah non, on continue comme avant. Il faudra s'adapter, être agile, et ça c'est faire les compromis comme j'ai mentionné avant. Je pense qu'il faudra toujours les faire. Très bonne lecture, je trouve. C'est une bonne analyse. Pour conclure cette belle discussion, quelles sont les idées qu'on peut garder? Les idées en termes de conseils ou conseils, mise en garde ou autre? Pour les institutions, les acteurs existants, je dirais un peu plus d'ouverture, ou essayer même pas d'ouverture, mais essayer de vraiment utiliser cette approche de on teste un petit peu à côté, on teste avec un peu, et arrêter un peu cette philosophie du tout ou rien. Soit on veut vraiment un changement radical, on dit ah oui, mais soit on fait ce commitment ou soit on le fait pas. Et en fait, il faudrait plus un peu faire des tests, essayer, tenter, expérimenter. C'est comme ça qu'on innove. C'est souvent des accidents, les innovations. Et là, en gros, un peu essayer de titiller cette chance sans pour autant tout mettre en jeu. Donc garder cette stabilité. On revient sur le sujet de conservatisme, enfin être conservateur mais innovant à la fois. Et donc trouver cette bonne balance. On a des super universités qui nous offrent plein d'étudiants qui sont super innovants, même des nouvelles technologies qui sont créées dans ces écoles. Donc il faudra vraiment en profiter sans tout mettre en jeu. Et après, pour les startups, je pense que ça on a assez répété, c'est la résilience et tout donner à chaque instant et pas avoir peur de sortir avec ses idées. Et encore une fois, là on remarque qu'en gros les problèmes que les startups ont avec cette idée de garder l'idée, de pas faire ça avec autre chose, ce que je mentionnais avant, d'être prêt à outsourcer ou de collaborer avec quelqu'un d'autre. En vrai, peut-être pour finir,
on ne serait pas si différent entre les fintech et les grandes institutions. La fintech, elle le fait à son niveau, où elle veut rien donner, elle veut garder son idée. Et la grande société, elle le fait à son niveau à elle, de continuer son daily business et de rien changer parce que ça fonctionne. Donc dans les deux cas, il faut un peu sortir et prendre des risques. Et par contre, des risques mesurés. Ce qui va aussi bien avec la philosophie d'Alcon de manager des risques. C'est une belle conclusion. Guillaume Bourquenot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle et intéressante discussion. On vous retrouve sur vos réseaux personnels et sur alcant.com. Oui. Et on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.